On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée à la 36e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a procédé ce matin même au dévoilement des artistes, des formes spéciales. C'est le temps, bien sûr, d'acheter vos passeports. Il y aura bien sûr la journée des Joannais, le fameux mardi, avec une preuve de résidence, des nuits magiques, des thématiques, des petits changements sur le site également. Bref, on a réinvesti cette année et vous allez voir que ça apparaît aussi du côté de la programmation. Bref, on en discute à l'instant avec Éric Boivin. C'est l'un des moments et des dévoilements les plus attendus de la saison. Bien sûr, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on vit au rythme des Montgolfières. Cette année, la 36e édition du 10 au 18 août. Mais quand on est au printemps, on attend toujours le dévoilement pour connaître quelles seront les formes spéciales, quels seront les principaux artistes en spectacle. On a procédé ce matin du côté de Montréal au dévoilement de cette programmation. Avec nous pour en parler, le directeur général du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'International de Montgolfière, Éric Boivin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. C'est un moment important pour vous parce qu'on travaille pendant des semaines et des mois à préparer un événement. Vous êtes arrivé un peu avant les fêtes? 3 décembre. 3 décembre. Donc, c'est même pas une année complète pour faire le tour. Et puis là, pif-paf, il faut arriver avec un festival à présenter. On s'était vu il y a quelques semaines parce qu'on annonçait un peu le décloisonnement du festival. On veut un peu que l'été soit montgolfière au-delà des 9 jours à l'aéroport. Mais revenons donc à ce fameux 9 jours parce que c'est un peu ça le dévoilement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix des artistes cette année? On a commencé, je pense que c'est la bonne façon de faire, par se refixer les orientations stratégiques qu'on donnait à notre programmation. La première, c'était de revenir avec du contenu de niveau international en plus grande quantité, avec un peu plus de capacité de générer du tourisme, entre autres américain, donc générer des nuitées dans la région, d'avoir un meilleur impact sur l'achalandage touristique. Une deuxième orientation auquel on tenait très fort, avec le conseil d'administration, on a réglé ça dès le mois de janvier, en passant, là, tout de suite en commençant, c'était de se repositionner comme un créateur de spectacle. Vous savez, les shows, tu peux en acheter, mais tu peux aussi concevoir une soirée spectacle. Et ça, c'est important pour ta marque d'événement. Quand tu te positionnes pour un concepteur de spectacle, tu as 3 ou 4 soirs sur tes 9, où tu as trouvé une formule que personne d'autre a, ça te crédibilise beaucoup, puis ça enrichit la vie culturelle en même temps. Alors ça, c'est une deuxième orientation. Une troisième orientation importante qu'on avait, c'était de revenir à des journées un peu plus thématiques en termes de programmation. Une journée forte en termes de personnalité de spectacle et, par extension, d'assurer que nos scènes secondaires, pour les gens qui sont moins familiers, on a une scène principale très importante et on a 2 scènes secondaires. Bien, s'assurer que nos scènes secondaires se programment en complémentarité de la scène principale. Tout ça pour avoir une expérience complète, unifiée, dans une catégorie musicale. Une fois qu'on a établi ces balises-là, là, on se fait, comme on dit en anglais, une bucket list. Et voilà. Pour dire, bon, on veut un tel, un tel, un tel. Bon, et là, après ça, ce qui a déjà passé dans le coin, il est-tu à Montréal, il est-tu au Centre Bell, il s'en vient-tu là l'année prochaine? Il est-tu disponible? Est-ce qu'il est abordable aussi? Il y a un budget à respecter. Et là, c'est le phénomène de l'entonnoir qui commence? C'est une image assez efficace. Je dirais plusieurs entonnoirs parce que parallèlement, tu vas travailler sur plusieurs pistes avec des gros noms pour commencer, pour établir les grands piliers de ta programmation. Et là, bien, le jeu du temps, la disponibilité, le rythme des négociations, les agendas bougent vite pour tout le monde. Et ça nous a conduit quand même, après plusieurs mois d'efforts, à la programmation qu'on a dévoilée. Qu'on annonce maintenant. Donc, allons-y avec le premier week-end d'activité, le week-end du 10-11 août. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme artistes principaux durant ce week-end-là? Si tu permets, Éric, je vais prendre... Je veux faire, y en a plus qu'un, on veut pas les oublier. Oubli. C'est l'ouverture du festival, c'est important. On voulait partir en force au niveau de l'achalandage et marquer la fête. Je dirais que c'est comme ça qu'on a anticipé le premier week-end. Et le dimanche, avoir quelque chose d'un peu plus familial. Ouais. Alors, on ouvre samedi le 10 août avec 3 performances sur la scène principale, avec DJ Fafa Khan, ou Fafa, dépendamment de comment on l'appelle. Ça dépend sur quel média on regarde. Deuxièmement, avec un artiste d'ampleur internationale, Sean Kingston,
qui va être sur la scène. Et tout de suite après lui, le retour de Akon à Saint-Jean-sur-Richelieu comme spectacle de fermeture le samedi soir. Je sens que mon fils va déjà réserver sa soirée. Oui, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont réserver la soirée. Le dimanche, le 11, c'est une journée Nuit magique et c'est une fête un peu plus latine et familiale avec la compagnie créole. Alors, on danse, on s'amuse, animation de foule. C'est le succès à peu près assuré pour avoir du plaisir. Alors, on est bien content. Alors, encore là, le premier week-end, 2 thèmes assez forts sur la scène principale et qui se complètent dans le reste de la programmation là, de l'International. OK. Veux-tu que je passe au tout à fait. lundi? Donc, on dit premier week-end, principalement, donc, Sean Kingston puis Akon, et le dimanche avec la compagnie créole. Exact. On arrive en semaine. Oui. Donc, le lundi 12. Oui, c'est bien ça. Et journée thématique très forte. Je vous donne un petit indice. Le lundi, dans la culture, c'est un bon soir pour l'humour. Le lundi, probablement la journée la plus difficile à travailler en termes de programmation. Et on y va avec un nouveau produit développé avec un producteur d'ici, de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Société des Trois. OK. C'est une première. On présente le Laboratoire de l'humour en vacances. Okay. Un spectacle formule jam humoristique avec participation du public et des grands noms pour ce laboratoire-là. Les Denis Drolet, Julien Tremblay, Olivier Martineau, Sylvie Tourigny et Mario Tessier. Quand même. Alors, une journée très humoristique. Ça va se refléter aussi sur nos scènes secondaires et un produit unique qu'on ne retrouvera pas ailleurs, développé pour le festival. Et je le répète, avec un partenaire local qui roule déjà la formule du laboratoire à plusieurs endroits. Et ça marche très, très bien. Puis on a pu aller voir ça et évoluer avec ce projet-là avec eux. Ça a été extraordinaire. Mardi le 13. Mardi le 13 août. Soirée un petit peu plus classique. C'est cependant la journée des Joannais en passant. Hein, c'est le retour de la journée gratuite pour les Joannais avec preuve de résidence. Et une journée avec une nuit magique, de forme spéciale, très important. On va en parler tout à l'heure. On a 13 formes spéciales cette année, ce qui est un nombre le plus élevé depuis au moins 4 ans. Alors, on espère que la météo va être de notre bord pour une nuit magique de forme spéciale. On a 3 performances sur la scène cette journée-là qui vont aligner les hits. Yellow Molo, Noir Silence, Les Respectables. Donc, une soirée chargée sur la scène. L'avantage de la formule du 3 spectacles pour la soirée aussi, c'est tous les hits qui jouent. Alors, on connaît les pièces, on s'amuse. Mercredi 14. Mercredi 14, on a Roxane Bruno et 2 frères. 2 frères qui sont déjà venus au festival dans un contexte d'une météo pas facile. On leur souhaite mieux cette année. Alors, je pense que ça va être une belle soirée. Petite anecdote, quand ils sont venus il y a 2 ans, les gars commençaient à être populaires, mais ils ne savaient pas. Oui, ça a parti... C'était très drôle parce que moi, j'étais sur la scène avec François Trépanier pour annoncer l'envolée. Puis on a eu une envolée cette soirée-là, malgré tout, là. Puis les 2 gars avaient fini leur test de son, se promenaient sur la piste, puis regardaient les montgolfières, ça. Et là, ils se sont fait agripper par des gens qui voulaient des autographes à un point tel que j'ai demandé à un de mes animateurs de Boom. Il dit, je pense qu'ils sont dans le trouble, va les chercher. Sous prétexte qu'on veut les passer en entrevue sur le site, ce qu'on a fait, ça a pris 2 tentatives pour les amener. Pour les sortir. Et là, les gars, ils ont dit, vous nous avez sauvés. Mais j'ai dit, les gars, vous ne savez pas, vous êtes populaires. Mais là, ils ne savaient pas. Ça commençait. Ça commençait, la popularité, mais les gars jouaient à cette île un peu partout. Mais là, d'être dans une foule, je pense que c'était un mercredi soir, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'était intense, c'était très drôle. Puis là, de les voir revenir 2 ans plus tard, je pense que là, maintenant, les gars savent que ils ont acquis un peu de popularité depuis. Il faut suivre un certain protocole. C'est ça prend peut-être un relationniste pas trop loin ou des gardes du corps. Et voilà. Pour gérer l'affaire. On poursuit. Jeudi le 15. Jeudi le 15, une soirée plus jeune, plus rythmée. Claudia Bouvette, Fouki, Corias. OK. Alors, rap, on s'amuse, assez jeune comme journée. Vendredi le 16. Vendredi le 16, Vincent Vallière,
C'est une soirée nuit magique aussi, en passant. Et Mes aïeux. Oui. Donc, retour sur scène cette année pour Mes aïeux. On est bien contents. Ça s'inscrit aussi dans notre volonté là, de marquer le pas en création du spectacle. Et samedi, le 17 août. On arrive au deuxième week-end. On arrive au deuxième gros soir. Soir de nuit magique, encore une fois. Ariane Moffat en ouverture. Serena Ryder, Oui. quand même gagnante de 6 Junos ici au Canada. Et le gros show, après ça, Walk of the Earth, qui est en tournée mondiale en ce moment. Un spectacle extrêmement dynamique. Ce sont des multi-instrumentismes, beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie sur scène. Ça va être très... Moi, j'attends celui-là avec impatience. On a tous nos goûts personnels, puis celui-là, là, j'ai vraiment hâte à ce moment-là. On arrive maintenant à la dernière journée, le dimanche 18. Oui. Un partenariat sur scène, si je puis dire, ils ont déjà chanté ensemble. Cœur de pirate et Loud. OK. Alors, ça finit bien nos 9 jours d'activité. Donc, on a de l'humour, on a du plus jeune, du plus vieux, on a de l'international, on a du québécois, bref, on a... Du multigénérationnel. Exact. Donc, une belle mixité de programmation. Oui. Ça rejoignait un peu l'objectif d'être le plus large possible, d'avoir un spectre large. On a un événement familial, nous. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Et l'autre élément que j'aime bien dans cette programmation-là, c'est qu'on a plusieurs soirs avec 3 performances sur scène. Ouais. Alors, on ne lésine pas sur les moyens pour assurer que tout le monde passe un beau moment. Alors, je suis bien fier de la programmation de cette année. Bon, programmation musicale, artistique. Parlons maintenant ballon, parce que ça aussi, c'était une autre préoccupation, en fait, une double préoccupation. La première, c'est bon, à chaque année, on annonce à peu près 100 ballons, mais dans la vraie vie, il n'y en avait pas tout le temps une centaine. Je pense que ça, c'était comme un objectif de revenir à un vrai 100 ballons. Oui, c'est ça? De s'approcher le plus possible. Puis, vous savez, les ballons, ça ne se commande pas. On ne va pas au dépanneur pour avoir des ballons. Il faut bâtir des relations avec les pilotes. Il faut les recruter un peu partout. Il faut aller dans les shows un peu partout dans le monde. On a augmenté notre total de ballons cette année. Là, on va être aux alentours de 90-92 ballons. Okay. Ce qui est donc, on s'approche de l'objectif. Oui, on s'approche de l'objectif très rapidement. Et on a poussé au maximum cette augmentation-là avec les formes spéciales. Bien, ça, c'est l'autre chose, parce qu'il y a déjà eu dans le passé des éditions avec du 10, 12, 15 montgolfières de formes spéciales. Oui. Mais dans les dernières années, on avait plus du 5, 6, 7. Là, 5, 6, 7. Et c'est difficile de déplacer les formes spéciales. Ça demande plus de travail. Là, ils sont très sollicités partout dans le monde. Ouais. Et on a travaillé très fort dès janvier là-dessus. Et on a 13 formes spéciales à confirmer au moment où on se parle. Bon, dont des nouvelles? Alors, dont 4 n'ont jamais volé au Canada. 2 sont nouvelles physiquement, c'est des nouveaux produits. Oui. Et 2 sont très populaires actuellement, viennent des États-Unis. Tom et Terry vont voler pour la première fois au Canada, chez nous. À l'international. Okay. Quelles sont les autres formes spéciales ou les nouveautés qu'on a cette année? Dans les nouveautés, il y a un modèle, un raton laveur, qui est une nouvelle montgolfière, nouvellement fabriquée. Et il y a une qui n'est jamais venue ici, qui a la forme d'un saxophone qui vient du Brésil. C'est les principales nouveautés. Là. Bon. Et on a aussi quelques valeurs sûres qui sont déjà venues dans les années passées. Oui, qu'on connaît bien, qui sont appréciées du public. Tout ça, évidemment, dirigé par Pico, qui, comme forme spéciale, probablement des plus populaires. Là. Bon. Toujours, évidemment, l'apport des pilotes locaux, parce que ça, c'est important aussi. Même, on s'en était parlé un peu plus tôt dans l'année, cette idée de raffermer un peu l'idée d'une école de pilotage, ou à tout le moins d'avoir une continuité, de bâtir une relève, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a des 2 et même parfois des 3e générations. Oui. Ça devient un peu comme un truc familial là, chez certains. Mais l'idée, c'est de bâtir aussi une relève de pilotes locaux. C'est essentiel. Au Canada, il y a actuellement, au moment où on se parle, il y a 173 pilotes au Canada enregistrés à Transport Canada. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y en a 43 d'enregistrés dans un rayon de 40 km à partir du centre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette densité-là de pilotes n'existe pas nulle part. Ailleurs. Ailleurs dans le monde, là, j'entends. Ouais. C'est pas... C'est un phénomène. Donc, il y a une concentration de pilotes de montgolfière ici. Exact. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, puis c'est ce qui nous aide à nous définir comme capitale de montgolfière.
Ici, comme ailleurs, c'est un peu le même problème démographique. Sur les 173 pilotes canadiens, il y en a 60 qui ont plus de 55 ans. Alors, notre rôle à travers ça, populariser la pratique, mais aussi encourager la relève. Pour ça, c'est les aider dans leur recherche de commandite, à la limite. C'est aider à l'école de pilotage, payer les formations d'école de pilotage et se faire rembourser avec des heures de vol. On engage les pilotes pour voler en dehors du festival. C'est tous des moyens qu'on peut déployer. On a eu de l'aide, d'ailleurs, du député Louis Lemieux pour l'école de pilotage, aller chercher un petit financement, nous aider à repartir ça. Et tout de suite, après le festival, l'édition de cette année, on lance les nouvelles activités. On est en train de mettre à jour tous les guides de formation pour relancer l'école de pilotage et aider le milieu à se rajeunir, puis à repartir ça. C'est une expertise. On est reconnu comme les meilleurs pilotes au monde. À Albuquerque, les pilotes américains viennent voir nos ballons de Meister canadiens pour savoir si ce qu'ils ont reçu comme indication est correct. C'est une notoriété qui est précieuse. Mais comme on s'était dit aussi dans les derniers mois, bon, il faut faire attention à la marque, il faut réinvestir dans la marque. Si le produit, c'est les montgolfières, bien, il faut avoir des belles montgolfières qui sont en forme, en santé. Il faut renouveler les stocks. Ça fait partie de ça aussi. Hein. Je pense qu'on avait parlé à notre première entrevue. On doit l'assumer, ce rôle-là. Pour ça, il faut être prêt à y investir, il faut être prêt à travailler à long terme et crédibiliser ce qu'on fait. On a fait l'expérience cette année d'un premier symposium un peu privé, je dirais, où on a invité des pilotes et des équipiers de poursuite, des officiers de décollage pour une journée de formation et de mise en commun des connaissances. On s'est servi du prétexte de la remise à jour des connaissances par Transport Canada pour organiser ça. On a invité l'aéroport NAF Canada. On s'attendait à avoir 70, 75 personnes. On a été 140. On a eu des pilotes des États-Unis, de l'Ontario, des Prairies qui sont venus. Et là, l'an prochain, on en fait une beaucoup plus publique, puis on vise l'Amérique du Nord. Alors, c'est tous les moyens qu'on déploie pour aider l'industrie de la montgolfière. Au niveau du site, l'aménagement, est-ce qu'il y a des changements particuliers au niveau de l'emplacement de certains trucs ou une thématique particulière? Il y a pas des changements majeurs au niveau du plan. Il y a des transformations par secteur. On a quand même 6 nouveaux plateaux d'animation cette année. Un centre d'interprétation de la montgolfière, une tyrolienne qui traverse le site, un jeu d'eau qui s'installe, un nouveau produit aussi, Pédaler votre ballon, qu'on développe actuellement, des zones d'ombre qui sont ajoutées. Alors, l'offre d'animation évolue pas mal cette année. Et va continuer à évoluer en 2020. Mais ça nous laissait, là, on a fait le plan stratégique au mois de mars. On ne pouvait pas tout faire les transformations qu'on souhaitait dès cette année. Mais on a plusieurs là, qui sont livrés cette année puis qui vont changer. Ça ne changera pas la configuration du site, mais ça va en modifier plusieurs éléments. Bon. Un autre des objectifs que tous souhaitent voir se réaliser depuis quelques années, c'est le retour des locaux, des Joannais eux-mêmes qui, au-delà de les voir passer au-dessus de nos maisons, vont sur le site. Et ça, c'est une volonté, tout le monde en parle. Tu dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, il y a eu, entre autres, les passeports à certains moments qui ont été mis en vente, je pense même avant Noël, ou bon, des trucs comme ça. Bref, qu'est-ce qu'on fait ou quelles sont les attentes qu'on a à l'égard de la présence des Joannais sur le site? Moi, plus il va y avoir de Joannais qui vont acheter leur passeport ou venir à la Journée des Joannais, plus je vais être content. Cet événement-là leur appartient. Il faut qu'ils puissent y venir et on a déployé différents moyens promotionnels pour stimuler la vente. On a des passeports mis en ligne en ce moment moins chers avant l'ouverture, beaucoup moins chers jusqu'au 1er juillet. Puis là, il y a plusieurs catégories de billets, Eric, comme tu sais, et de passeports. Donc, moins cher jusqu'au 1er juillet, encore un peu moins cher. Et achetez-les là, en ligne, c'est beaucoup plus intéressant qu'à la porte. C'est plus économique. C'est un des premiers moyens pour stimuler la vente. Mais outre ça, l'an dernier, à l'édition, je n'étais pas là, mais à l'édition 2018, il y a eu quand même des investissements peut-être moins importants que cette année dans l'événement et on a fracassé les résultats des dernières années en fréquentation. Alors ça, c'était déjà un signal fort du potentiel, même pour nous, même pour les Joannais. Alors, nous, on invite tout le monde à venir acheter votre passeport, supporter votre événement fort. On a aussi travaillé à le décloisonner, comme tu sais. On sort une programmation dans le Vieux. On accompagne plusieurs événements. On fait la tournée dans les écoles.
Bref, toute une série d'activités là, pour à peu près 35 à 40 jours tout au long de l'année. Que les gens soient fiers de cet événement-là, qui est quand même le vaisseau amiral de Montérégie là, en matière d'attrait touristique. Bon, là, vous êtes probablement aussi au moment de l'année où vous faites le plein d'employés, parce que, bon, la permanence, c'est un certain nombre d'employés. Oui. Mais là, on arrive au printemps où on double ou triple les effectifs, là? Ah, mon Dieu! Au niveau du bureau, de toute la planification et de la pré-production de l'événement, on monte jusqu'à 40-50 personnes. On est en montant en charge, qu'on appelle en ce moment. En ce moment, on est à peu près 35. On va engager 320 employés pour l'édition 2019. Mais après ça, on a approximativement 1200 bénévoles qui, avec différentes contributions de temps, vont cumuler l'ensemble des fonctions, poursuites ou animation. Et ça, c'est un pilier névralgique. Un événement comme ça est impossible sans l'apport, la force des gens qui y tiennent. Et puis, on a des bénévoles qui viennent depuis 36 ans. C'est incroyable. C'est un niveau d'enracinement comme événement qui est très, très peu commun. L'été passé, dans les semaines qui ont précédé l'événement, il y a eu un malheureux incendie. Ouais. Qui a eu, par contre, l'effet d'être obligé de racheter du matériel qui était peut-être dû de toute façon. Bref, là, vous êtes retourné dans ces bureaux-là, hein, maintenant? On est revenu dans les bureaux depuis 4 mois. Ouais. Et la partie des bureaux a été réaménagée assez rapidement. Il restait du travail à faire au niveau de l'entrepôt, qui s'est complété environ un mois et demi plus tard. Là, tout est parfait, tout est opérationnel. Et oui, c'est vrai que ça a l'avantage de remplacer certaines choses ou de refaire des améliorations locatives, mais je vais vous dire, c'est pas très payant. Non. Et 3 semaines avant la livraison d'un festival, c'est pas un très bon timing non plus, mais l'équipe s'est relevé les manches. Beaucoup d'autres organismes nous ont aidés aussi à faire face à la musique, puis on les remercie. Et là, avec le réinvestissement, parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines avec l'annonce du décloisonnement, mais aussi un réinvestissement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans son festival. Oui. Pour vous, sur le plan opérationnel, ça représente quoi? En quoi cette aide-là vient-elle combler, disons, cette année? Tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, mais si tu veux l'accélérer, si tu veux capturer des bénéfices rapidement, te recrédibiliser ou augmenter ta crédibilité auprès des commanditaires, auprès du milieu touristique, on voit toute l'effervescence dans le domaine touristique. Le fédéral investit, le provincial investit. Notre région est dynamique, la Montérégie. Bien, il faut se donner les moyens d'attirer les gens. L'édition 2018 a été un laboratoire exceptionnel. On a eu 31 de nouveaux visiteurs. 40 des gens qui ont fréquenté l'international ont fréquenté d'autres endroits que le site du festival. Puis ça, c'était voulu qu'on aille mesurer ça. On a une enquête Ipsos qui nous permet d'aller mesurer toute cette distribution-là de gens. Et là, on a vu le potentiel, puis on a dit, OK, à cette heure, comment on le maximise? Comment on s'assure que ce vaisseau amiral-là nous permet d'être la ville reine du tourisme dans la région? Et pour ça, bien, on va moderniser le produit, on va en accélérer la transformation, d'où la nécessité d'investir un petit peu plus cette année, stabiliser le cadre financier sur 2-3 ans. On en avait parlé à notre première rencontre, d'ailleurs. Alors, et voilà, c'est en gros le rythme qu'on s'impose de transformation. Alors donc, si vous voulez connaître tous les détails de la programmation 2019 de cette 36e édition de l'International de Montgolfière du 10 au 18 août, montgolfière au pluriel.com. Et est-ce qu'il y a encore d'autres trucs qui risquent d'être annoncés entre maintenant et le festival? Ou si l'ensemble du... Il va y en avoir d'autres spécifiques à des journées thématiques au festival, mais aussi dans notre programmation à l'extérieur du site. Dans le Vieux, par exemple, on a des annonces de spectacles qui s'en viennent et d'activités. Bon, parce que d'ailleurs, dimanche prochain, à la place publique, c'est le lancement d'un été chaud avec King Melrose, entre autres. Et on va en profiter donc pour y aller du dévoilement de cet été chaud auquel va contribuer, bien sûr, le Festival de Montgolfière cette année. Bien, merci beaucoup, Éric Boivin, puis bonne chance. Merci, Éric, toujours un plaisir. On va souhaiter assez de soleil, un peu de chaleur, pas trop de vent, juste assez. Bref, c'est un peu la recette magique. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente la conclusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
François, cette semaine à Sport Express, on parle de UFC. Oui, avec Charles R. Jourdain et son entraîneur Éric Bertrand. C'est vrai que je suis allé vite, hein? Parce que c'est ton anniversaire qui est rentrant. Happy birthday to you. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Dans les dernières semaines, on a procédé aux inscriptions pour les camps de jour à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y a encore parfois des inscriptions tardives. Donc, si parfois vous avez manqué de temps ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours, bien sûr, les contacter ou aller vérifier l'information sur le site Internet du Service des loisirs. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. Et bien sûr, à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, il y a 4 000 $ en prix avec notre traditionnel télé bingo. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye bye.